Et comme tous les jours, nous retrouvons l'histoire des Juifs de France en compagnie de Christophe Dard. Et pour ce nouveau numéro, Christophe, nous sommes à la suite de notre portrait consacré à l'un des photojournalistes les plus célèbres, Robert Capa. Né en 1913 dans une famille juive de Hongrie, celui qui s'appelle André Friedman est chassé de son pays natal au début des années 1930 en raison de ses opinions antifascistes. Il arrive à Berlin où il apprend le métier de photographe, puis à Paris à l'âge de 20 ans. C'est là qu'il fait la rencontre d'une jeune femme qui va changer sa vie, on peut le dire, Gerda Taro, car c'est grâce à elle qu'il se fait désormais appeler Robert Capa. En 1936, ils partent tous les deux couvrir la guerre d'Espagne, et c'est vraiment à ce moment-là que Robert Capa devient célèbre, Christophe. Oui, tout à fait. En 1937, après quelques mois passés à photographier les combats, et alors que la guerre d'Espagne se poursuit, Robert Capa rentre à Paris, la capitale, qui lui fait d'ailleurs l'honneur d'afficher ses photos prises en Espagne dans le cadre de l'exposition universelle, aux côtés d'autres œuvres antifascistes et qui dénonce justement cette guerre d'Espagne. Et il n'y a pas que la presse française qui s'intéresse au travail de Robert Capa. Il faut dire que la guerre d'Espagne passionne bien au-delà même des frontières espagnoles et françaises. Ces photos sont publiées par exemple dans la presse anglaise. Et alors qu'il est à Paris, évidemment, notre Robert Capa pense à Gerda Taro qu'il espère épouser, même si elle a refusé sa demande en mariage quelques semaines plus tôt. De son côté, donc, elle est restée en Espagne et alors qu'elle suit les violents combats qui se déroulent à l'ouest de Madrid, elle va trouver la mort le 26 juin 1937, écrasée accidentellement par un char d'assaut républicain. Gerda Taro avait 26 ans. Elle est la première femme photographe morte au combat. Robert Capa, bien sûr, est dévasté par sa disparition et c'est un tournant dans sa vie. Et la famille de Gerda Taro va d'ailleurs accuser Capa de l'avoir en quelque sorte envoyée à la mort. Et lors de l'enterrement de la jeune femme à Paris, au cimetière du Père-Lachaise, en présence tout de même de 10 000 personnes et qui finalement devient une sorte de manifestation antifasciste avec un éloge funèbre prononcé par les poètes Pablo Neruda et Louis Aragon, dont on sait les engagements au sein du Parti communiste. Eh bien, la venue de Robert Capa n'est pas vraiment appréciée de tout le monde. Capa, encore bouleversé par la mort de Gerda Taro, ne reste pas longtemps à Paris. Il est sollicité par le magazine de référence du photojournalisme, l'hebdomadaire Life, qui tire à des millions d'exemplaires. Il est chargé de couvrir la guerre entre la Chine et le Japon, alliés d'Allemagne nazie. Pour beaucoup, cette guerre en Extrême-Orient est le prélude à ce qui va se passer en fait en Europe quelques mois plus tard. Et revenu en France en 1939, Robert Capa va couvrir le Tour de France pour Match et Paris Soir, sujet plus léger donc, même si ce sera seulement quelques semaines avant le début de la guerre et confronté justement aux lois françaises contre les étrangers indésirables. Robert Capa quitte Paris en octobre 1939, donc c'est-à-dire quelques semaines seulement après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Il émigre à New York où il rejoint sa mère et son frère et c'est grâce à un mariage avec une mannequin qu'il peut rester sur le territoire américain. Et oui, car il est voué à être expulsé dans son pays d'origine, la Hongrie, en raison d'un passeport non valable. Mais Robert Capa, vous l'avez bien compris, ne tient pas en place. Il couvre pour le magazine américain Life les terrains chauds de la guerre, l'Afrique du Nord d'abord, fin 1942, puis la Sicile aussi, où il faut toujours rappeler que c'est là que débarquent dès l'été 1943 les troupes alliées. Et puis bien sûr aussi, plus connu encore, le débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Et il est l'un des 6 photographe accrédité par Life pour couvrir cet événement majeur du XXe siècle. Il est même le premier à débarquer avec la première vague du 116e régiment sur la plage d'Omaha Beach, la fameuse plage dans un secteur dénommé Easy Red. Il est en première loge en quelque sorte et pendant 1h30, alors que ça mitraille de partout, qu'il y a une tension évidemment énorme, il va prendre des photos avec ses 2 appareils, Contax et puis aussi un Rolleiflex. Mais alors là, il va se produire quelque chose d'assez dingue, un laborantin de Life pressé par le temps, puisque les photos de Capa sont arrivées vraiment à l'arrache, juste avant le bouclage, va fermer trop vite l'appareil de séchage, l'émulsion des pellicules va fondre et sur 4 bobines, 3 vont être détruites, soit 80% des photos. Sur la 4e, seules 11 images sont utilisables, mais l'on sent vraiment la tension, la rapidité de l'action, malgré le fait que ce soit flou et pas très net. On voit vraiment l'histoire en train de s'écrire. Et comme Capa disait d'ailleurs en forme de conseil, c'est l'une de ses plus célèbres formules, c'est une photo n'est pas bonne, c'est qu'elle n'est pas prise d'assez près. À la Libération, en 1945, en pleine épuration, Robert Capa prend un célèbre cliché, la tondue de Chartres, sur lequel on voit une jeune femme, Simone Touzeau, la tête rasée et marquée au fer rouge sur le front. Elle serre contre elle un nourrisson et avance dans la rue au milieu d'une foule hostile et prête à la lyncher. Oui, c'est l'une des photos les plus célèbres effectivement de Robert Capa, avec celle donc du débarquement et puis celle de la guerre d'Espagne qu'on évoquait précédemment. Il prend aussi des photos, Robert Capa, de la Libération de Paris pour suivre l'avancée de la deuxième
division blindée du général Leclerc. Là encore, fin tacticien notre Robert Capa, puisque comme pour le débarquement en Normandie, eh bien, il s'est arrangé pour se poster au meilleur endroit, c'est-à-dire dans un char, tout simplement pour prendre les meilleures photos possibles. Il va aussi photographier la libération de Leipzig, les ruines de Berlin et même la célébration du Nouvel An juif. Fin 1945, Capa part à Hollywood. Alors là, changement de décor, changement d'ambiance, puisqu'il est au bras de son nouvel amour du moment, l'actrice Ingrid Bergman. Vous savez, c'était un charmeur, Robert Capa. Il l'avait rencontrée à Paris, au Ritz, quelques mois plus tôt. Et Ingrid Bergman, évidemment, qui est alors l'une des actrices les plus fameuses au monde, qui a joué dans Casablanca avec Humphrey Bogart pour Qui sonne le glas et Antise de George Cukor pour lequel elle a eu l'Oscar de la meilleure actrice en 1944. Mais leur relation, hélas, ne durera que quelques mois. Et en 1947, Robert Capa fonde à New York la coopérative photographique Magnum aux côtés de ses vieux amis parisiens Henri Cartier-Bresson et David Seymour, mais aussi le photoreporter américain William Van Divert. Oui, à l'époque, il vit encore aux États-Unis, Robert Capa, et vous noterez bien, Ilana, que l'on parle de coopérative et pas d'agence. En fait, la différence est importante puisque ça va permettre cette coopérative aux photographes de garder l'intégralité des droits sur leurs photos, et c'est tout simplement une première au monde. Ça n'existait pas jusque-là. Robert Capa qui continue à voyager pour son travail, il se rend par exemple en URSS en 1947, c'est le tout début de la guerre froide avec l'écrivain américain Joy Steinbeck, l'auteur des Raisins de la colère, qui aura d'ailleurs cette belle formule pour qualifier son ami. Capa pouvait montrer la crainte de tout un peuple sur le visage d'un enfant, son appareil attrapait et retenait l'émotion. Et puis à cette période aussi, aux alentours de 47, il retourne aussi en Hongrie, son pays natal. L'année suivante, le 8 mai 1948, Robert Capa arrive en Israël, chargé par le magazine Illustrated de couvrir la proclamation de l'indépendance du nouvel État juif. Il photographie la cérémonie du 14 mai 1948 à Tel Aviv. David Ben Gurion aurait même attendu que Capa soit là avant de prendre la parole pour être sûr que le photographe immortalise cet instant. Vous imaginez quand même effectivement l'importance du moment et l'importance même de Robert Capa, puisque donc on l'attend avant de pouvoir commencer une cérémonie aussi importante que celle-ci. Et effectivement, il va saisir le premier chef de gouvernement de l'histoire du pays qui lit la déclaration d'indépendance, puis il va photographier aussi dans les rues de Tel Aviv la joie, évidemment, qui se manifeste, notamment cet enfant sur les épaules de son père qui brandit le drapeau d'Israël, tout un symbole. Capa aussi est là pour saisir les immigrants qui arrivent en terre promise, venus d'Europe centrale ou aussi yéménites. Ça, c'est important puisqu'on sait à quel point l'histoire des juifs yéménites est encore compliquée aujourd'hui en Israël. On peut voir par exemple sur des photos de Robert Capa des gens qui apprennent à écrire l'hébreu, ou bien encore les sabras qui travaillent dans les champs, les constructions aussi d'implantation dans le Negev. Et puis il se rend aussi à Tel Aviv où il photographie les familles qui se détendent dans les cafés, et également à Haïfa et Jérusalem. Capa est aussi témoin de la première guerre d'Israël lancée par les pays arabes au lendemain de la proclamation de l'État, et là encore des clichés en témoignent. Et oui, c'est aussi en Israël qu'il sera pour la première fois blessé de sa vie. C'est à la cuisse le 22 juin lors de l'attaque du navire Altalena. Ça se passe à Tel Aviv entre la milice Irgun de Menachem Begin et l'armée régulière israélienne. Il se rend finalement à plusieurs reprises en Israël jusqu'en 1950, souvent d'ailleurs à titre personnel, juste pour le plaisir. Les photos prises au cours de ces séjours vont faire l'objet d'un livre publié avec le journaliste américain Irving Shaw et également d'un film pour l'organisation juive de New York United Jewish Appeal. Car oui, Robert Capa est engagé dans son travail. Il veut promouvoir l'image d'Israël et la nécessité de légitimer le nouvel État juif. En 1954, le magazine Life a besoin par ailleurs d'un photographe pour remplacer un collègue américain et couvrir la guerre d'Indochine, cette fois qui a débuté 8 ans plus tôt et dans laquelle la France s'enlise. Comme il est au Japon au même moment, Capa se porte bien sûr volontaire malgré les objections de ses amis. Et il a besoin d'argent, donc il accepte. Il est aux côtés des troupes françaises. Il arpente une partie de l'Indochine dans une espèce de moiteur aussi de fumée permanente, c'est très désagréable. Et justement, le 25 mai 1944, dans la province de Tay Binh, dans l'actuel Vietnam, Robert Capa descend d'une Jeep de l'armée américaine. Il veut prendre une photo d'un groupe de soldats français. Il s'écarte du chemin, il progresse et soudain, il saute sur une mine antipersonnelle. C'est truffé, la région de mine. Un appareil photo dans chaque main. Ça, c'est peut-être la légende qui raconte ça. Robert Capa meurt sur le coup. À titre posthume, la France lui décerne la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures. Robert Capa n'avait que 40 ans. Et aujourd'hui, les photographies de Robert Capa sont connues dans le monde entier et font l'objet de nombreuses expositions. Merci beaucoup, Christophe, pour ce numéro de l'histoire des Juifs de France en 2 parties consacré donc à Robert Capa. Vous êtes à l'écoute de Radio J. Merci de votre fidélité.